Un pays teste une route qui ne devrait pas tenir. À contre-courant des chantiers coûteux, le Burkina Faso recycle des pneus usagés pour bâtir des chaussées plus résistantes aux pluies et à la chaleur, en annonçant près de 40% d'économies. Si cette méthode s'étend, l'accès au marché, aux écoles et aux soins change et la dépendance aux financements étrangers recule. Voilà pourquoi Ibrahim Traoré lie technique, souveraineté et fierté. Mais si elle échoue, le pays revient aux routes fragiles, aux coûts récurrents et à une promesse brisée devant ses villages. Cette analyse promet une lecture claire d'un choix qui dépasse la technique pour toucher à l'économie, au pouvoir local et à la crédibilité publique. En 10 mots, comprendre les gains, mesurer les risques et juger la portée réelle. L'enjeu immédiat tient à la soutenabilité. Une solution moins chère peut libérer des budgets pour la santé et l'éducation, mais seulement si la durabilité se confirme sur plusieurs saisons. À moyen terme, la question devient politique. Rompre avec des modèles dominés par des acteurs extérieurs sans fragiliser l'accès au financement. À long terme, c'est un pari de souveraineté industrielle fondé sur des matériaux locaux et une main-d'œuvre formée sur place. Le projet porté par Ibrahim Traoré promet des routes praticables là où l'isolement freinait l'activité, tout en exposant le pays à une contestation technique et diplomatique. Si les résultats tiennent, le signal envoyé à la région est fort. S'il flanche, le coût réputationnel est immédiat. La suite détaille ce qui est déjà vérifiable, ce qui reste hypothétique et ce que cela change concrètement. Près de 40% de réduction des coûts, confirmés dès les premiers chantiers, a servi de déclencheur et a déplacé le débat du scepticisme vers l'évaluation concrète. Dans l'est du Burkina Faso, la première route en pneus recyclés a traversé la saison des pluies sans dommages majeurs, là où des axes classiques devenaient impraticables. Ce contraste a installé la méthode comme une option crédible plutôt qu'une curiosité. Ce point de bascule explique pourquoi Ibrahim Traoré a choisi d'exposer publiquement l'initiative en la reliant à une vision d'autonomie économique plutôt qu'à une simple optimisation budgétaire. Pour comprendre la portée du projet, il faut replacer l'infrastructure burkinabé dans son contexte. Les routes rurales souffrent d'un double handicap, des coûts de construction élevés et une vulnérabilité aux pluies intenses et aux températures extrêmes. Les modèles traditionnels, souvent importés, exigent des financements lourds et un entretien fréquent, ce qui creuse la dépendance extérieure. À l'inverse, le recyclage de pneus transforme un déchet abondant en ressources locales, réduisant la facture initiale et l'entretien ultérieur. Le mini-succès initial n'efface pas les risques. La montée en échelle pose des questions de logistique, de contrôle qualité et de cadre réglementaire. Les critiques soulignent l'incertitude sur la longévité à long terme, tandis que les partisans rappellent la performance observée face aux intempéries. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré mise sur une démonstration progressive, multiplier les preuves terrain avant d'élargir. La mini-révélation n'est donc pas seulement un chiffre, c'est un changement de référentiel. Le débat passe de est-ce possible à dans quelles conditions cela tient-il, ouvrant la voie aux impacts précoces observés sur le terrain. Dans les villages de l'Est, le projet a trouvé un relais décisif chez des chefs de chantier locaux devenus guides du changement. Leur rôle n'est pas symbolique. Ils coordonnent la collecte des pneus, organisent les équipes et traduisent une innovation technique en gestes quotidiens. Cette médiation explique la rapidité des premiers résultats. Là où les routes s'effondraient après les pluies, un axe praticable a rétabli la circulation des motos, des bus et des camions légers en quelques semaines. Un premier impact apparaît sur le temps. Les trajets vers les marchés et les centres de santé raccourcissent, et la saison des pluies ne coupe plus systématiquement les villages. Un second impact touche les coûts d'entretien. Les équipes locales
constate moins de fissures et d'affaissement, ce qui réduit les réparations d'urgence et stabilise les budgets communaux. Un troisième impact est social. La participation à la collecte et à la pose crée des emplois temporaires et diffuse des compétences techniques réutilisables. Ces effets précoces nourrissent l'adhésion. Les habitants voient un bénéfice tangible avant toute communication nationale, ce qui renforce la crédibilité du projet. Les autorités locales, de leur côté, observent une baisse des interruptions de services et une amélioration de l'accès aux services publics. Cette dynamique ascendante prépare l'extension. Cependant, le guide local ne remplace pas la décision centrale. La standardisation des méthodes, la formation continue et l'assurance qualité deviennent cruciales à mesure que les chantiers se multiplient. Sans cadre clair, les résultats peuvent diverger. C'est là que l'arbitrage national porté par Ibrahim Traoré relie l'expérimentation de terrain à une politique cohérente. En clair, les bénéfices deviennent visibles très rapidement. Le déclencheur simple et datable. Face à des routes rurales régulièrement détruites par les pluies, l'administration cherche une alternative moins coûteuse et plus adaptée. Les pneus usagés, jusque-là entassés ou brûlés, deviennent une matière première. L'idée paraît marginale, puis un chantier pilote est lancé dans l'est du pays. Les premières semaines servent à tester les mélanges, la pose et la résistance sous trafic léger. Le pari est risqué, mais la contrainte budgétaire impose d'avancer vite. Le pic survient avec la saison des pluies. Là où les axes traditionnels se dégradent, la route en pneus recyclés tient. Les véhicules passent, les marchés restent accessibles, les services publics continuent. Les équipes locales documentent la pente, les performances et les autorités relaient les observations. À ce moment précis, le projet bascule. Il cesse d'être une expérimentation isolée et devient une option politique crédible. Les chiffres d'économie circulent, l'entretien paraît plus léger et l'argument environnemental s'ajoute au dossier. Ibrahim Traoré choisit alors d'assumer publiquement la méthode en l'inscrivant dans un récit d'autonomie et de souveraineté. Les répliques ne tardent pas. Les entreprises de construction traditionnelles contestent la durabilité à long terme et alertent sur des risques de sécurité. Des experts internationaux réclament des standards et des tests supplémentaires. En réponse, l'équipe gouvernementale adopte une stratégie graduelle. Multiplier les chantiers pilotes, comparer les performances et formaliser des protocoles. Les centres de recyclage se structurent, la collecte des pneus s'organise et des formations ciblées sont lancées pour éviter des écarts de qualité. Sur le terrain, les effets s'additionnent. Les communes constatent une baisse des interruptions de circulation pendant les pluies. Les budgets d'urgence se stabilisent. Les habitants participent à la chaîne de valeur, de la collecte à la pose, ce qui renforce l'acceptation sociale. Le projet attire l'attention régionale, sans pour autant déclencher une adoption massive immédiate. La prudence domine, étendre, mais prouver à chaque étape. À mesure que les chantiers s'enchaînent, la narration évolue. On ne parle plus seulement d'économie, mais de résilience face au climat et de réduction de dépendance. Les critiques percent à mythe, mais elles se déplacent vers la question de l'échelle. Comment garantir la même qualité partout? Comment financer l'extension? Comment intégrer la méthode dans les normes existantes? Ibrahim Traoré répond par un calendrier progressif et des exigences de contrôle, refusant un déploiement précipité qui fragiliserait la crédibilité acquise. Ainsi, la séquence est claire. Une contrainte déclenche l'innovation, un test réussi sous pression climatique, puis des répliques institutionnelles structurent l'expansion. Ce cheminement explique pourquoi le projet
tient autant à ses preuves de terrain qu'à sa narration politique et pourquoi chaque étape compte avant le saut d'échelle. Avant le projet, les routes rurales traditionnelles absorbaient des budgets élevés pour des résultats fragiles. Après les premiers chantiers en pneus recyclés, l'écart devient mesurable et oriente les décisions. Un premier indicateur apparaît, près de 40% de réduction des coûts de construction, ce qui signifie, en termes simples, construire davantage de kilomètres avec le même budget public. Cette économie provient de matériaux locaux, d'une logistique raccourcie et d'une main-d'œuvre mobilisée sur place. Pour un État contraint, la différence n'est pas marginale. Elle libère des marges pour d'autres priorités sans augmenter l'endettement. Un deuxième indicateur se confirme. Environ 30% de baisse des coûts d'entretien observés sur les premiers tronçons après les saisons de pluie. Concrètement, moins de fissures et d'affaissements entraînent moins d'interventions d'urgence, donc des dépenses plus prévisibles. Là où les routes classiques exigeaient des réparations fréquentes, la solution recyclée stabilise les calendriers et réduit les interruptions de circulation. Cette continuité a un effet direct sur l'activité économique locale car les marchés et les services restent accessibles plus longtemps. Un troisième indicateur s'impose, près de 10 000 pneus recyclés par kilomètre, transformant un déchet problématique en ressource utile. En pratique, cela diminue les dépôts sauvages et les brûlages, tout en réduisant l'empreinte environnementale des chantiers. La valeur de ce chiffre dépasse l'écologie. Il structure une filière de collecte, de tri et de transformation qui crée des emplois indirects et renforce l'économie circulaire. Ces trois indicateurs pris ensemble dessinent un delta clair entre l'ancien modèle et le nouveau. Ils expliquent pourquoi Ibrahim Traoré insiste sur des preuves terrain plutôt que sur des promesses. Les économies initiales soutiennent l'argument budgétaire, la baisse de l'entretien rassure sur la durabilité, et le recyclage massif répond à une contrainte environnementale longtemps ignorée. Chaque métrique est suivie sur des sites pilotes pour éviter les extrapolations hâtives. Cependant, la lecture des chiffres exige de la prudence. Les économies constatées concernent des tronçons précis, dans des conditions contrôlées et ne garantissent pas automatiquement les mêmes résultats à grande échelle. Les autorités comparent donc systématiquement des routes similaires, exposées aux mêmes pluies et au même trafic afin d'éviter les biais. Cette méthode comparative renforce la crédibilité des données, mais ralentit le déploiement. Au-delà des moyennes, l'impact se lit dans les usages. Une route praticable plus longtemps réduit les coûts de transport, limite les pertes agricoles et sécurise l'accès aux soins. Ces effets indirects ne sont pas toujours chiffrés immédiatement, mais ils orientent l'évaluation globale. Pour Ibrahim Traoré, la décision repose sur cet ensemble cohérent. Un gain financier mesuré, une performance technique observée et une externalité environnementale positive. La preuve quantitative n'est donc pas une fin en soi, elle sert de garde-fou. Tant que les indicateurs restent alignés, l'extension progresse. S'ils divergent, le projet s'ajuste. Cette discipline des chiffres explique pourquoi le débat s'est déplacé du scepticisme vers la question centrale de l'échelle et des conditions de réussite. Les critiques les plus solides ne viennent pas de l'idéologie, mais de l'ingénierie. Premier argument opposé, la durabilité à long terme. Selon des acteurs du BTP traditionnel, des matériaux recyclés peuvent bien résister quelques saisons, mais ils posent une incertitude sur la tenue après plusieurs années de trafic et d'intempéries. Leur thèse est simple. Une infrastructure nationale ne peut pas reposer sur des résultats pilotes, car la moindre défaillance généralisée coûterait plus cher que les économies initiales. Deuxième argument, la normalisation et la sécurité. Les détracteurs rappellent que les routes en béton ou en asphalte bénéficient de normes internationales éprouvées,
tandis que les routes en pneus recyclés exigent des protocoles nouveaux, encore inégaux selon les régions. Sans standards clairs et contrôles indépendants, disent-ils, le risque est une qualité hétérogène, donc des accidents, une maintenance imprévisible et une perte de confiance des bailleurs. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Ils expliquent pourquoi une adoption aveugle serait dangereuse. La réponse apportée par l'équipe d'Ibrahim Traoré ne nie pas ces risques, elle les encadre. D'abord par la comparaison directe. Chaque tronçon recyclé est évalué face à une route classique soumise aux mêmes pluies et au même trafic afin d'observer des écarts réels plutôt que théoriques. Ensuite par la progressivité. L'extension se fait par paliers avec des audits techniques réguliers et des ajustements de méthode lorsque des faiblesses apparaissent. Sur la question des normes, la stratégie consiste à formaliser des protocoles locaux compatibles avec les exigences de sécurité existantes plutôt que de s'en affranchir. Des formations ciblées réduisent que les variations de qualité et la centralisation des données permet de corriger rapidement les écarts. Cette approche ne prétend pas que la solution est parfaite. Elle affirme qu'elle est mesurable et améliorable. Ainsi, le débat ne se résume plus à un choix binaire entre innovation et prudence. Il devient une question de méthode. Accepter un risque contrôlé pour réduire une dépendance coûteuse, tout en conservant des garde-fous techniques. Le Stillman révèle une ligne de crête. La réussite dépend moins de la matière utilisée que de la discipline dans l'évaluation et le déploiement. Ce point marque un basculement. L'initiative cesse d'être l'histoire d'un matériau alternatif pour devenir un test de gouvernance. Jusqu'ici, le débat opposait innovation et tradition. Au milieu du parcours, il se déplace vers la capacité de l'État à apprendre, corriger et standardiser sans perdre l'adhésion locale. La route en pneus recyclés sert alors de révélateur des forces et des faiblesses institutionnelles. Ce changement de focale explique la prudence affichée dans l'extension. Les données comptent, mais leur usage compte davantage. Collecter, comparer, publier, puis ajuster, cette chaîne devient l'actif principal du projet. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme le promoteur d'une solution technique, mais comme l'arbitre d'un processus itératif où chaque échec partiel est documenté plutôt que dissimulé. Cette transparence relative réduit le risque politique immédiat, tout en exposant le projet à une critique informée. La révélation médiane tient donc à une idée simple. Si la méthode fonctionne, ce n'est pas uniquement grâce aux pneus recyclés, mais parce qu'un dispositif d'apprentissage continu est mis en place. Sans cette discipline, la même innovation pourrait échouer ailleurs. Avec elle, même des limites techniques deviennent des points d'amélioration. À ce stade, la question centrale change encore. Non pas est-ce que ça marche ici, mais peut-on reproduire ce cadre ailleurs sans le dénaturer? Cette inflexion prépare l'analyse des conséquences concrètes. Elle explique pourquoi certains acteurs soutiennent prudemment, tandis que d'autres restent à distance, attendant de voir si la promesse de méthode tient autant que celle de matière. Pour l'État, la première conséquence est budgétaire et opérationnelle. Des coûts de construction plus bas et un entretien réduit stabilisent la planification annuelle, ce qui limite les arbitrages d'urgence après chaque saison des pluies. Les services techniques peuvent programmer plutôt que réparer et les économies dégagées servent à compléter des réseaux secondaires longtemps négligés. Cette marge de manœuvre renforce la crédibilité de l'action publique, car les promesses d'accessibilité deviennent visibles sur le terrain. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré associe la méthode à une logique de souveraineté budgétaire. Moins de dépendance au financement conditionné, plus de capacité à décider du rythme et des priorités. Pour les entreprises locales, l'effet est double. D'un côté, une filière nouvelle se structure autour de la collecte, du tri et de la transformation des pneus, créant des contrats réguliers et des emplois indirects. De l'autre,
Les entreprises de construction doivent s'adapter à des protocoles différents, ce qui redistribue les cartes entre acteurs établis et nouveaux entrants. Les plus agiles investissent dans la formation et les équipements spécifiques. Les autres contestent le modèle. À moyen terme, cette recomposition favorise une montée en compétences locales, mais elle exige un cadre clair pour éviter une fragmentation de la qualité. Pour les citoyens, l'impact est le plus tangible. Des routes praticables plus longtemps réduisent l'isolement des villages, sécurisent l'accès au marché et facilitent les déplacements vers les écoles et les centres de santé. Les coûts de transport baissent, les pertes agricoles liées au retard diminuent et les services publics restent accessibles pendant la saison des pluies. Les, f- les femmes, en particulier, gagnent en autonomie économique grâce à une mobilité plus fiable. Cette amélioration du quotidien alimente l'adhésion sociale car le bénéfice est immédiat et observable sans attendre des indicateurs macroéconomiques. Pour la région, enfin, le projet agit comme un signal. Les pays confrontés à des contraintes climatiques similaires observent les résultats et les méthodes d'évaluation. Il ne s'agit pas d'une réplication automatique, mais d'une comparaison attentive. Quel coût, quelle performance, quelles conditions institutionnelles? Le Burkina Faso devient un terrain d'apprentissage et non un modèle figé. Cette position attire l'attention sans créer d'attentes irréalistes, ce qui limite le risque de surinterprétation politique. Ces conséquences ne sont pas uniformes ni définitives. Elles dépendent de la capacité à maintenir des standards, à publier des données comparables et à corriger rapidement les écarts. C'est pourquoi Ibrahim Traoré insiste sur la continuité des mesures et la transparence relative des résultats. Le payoff est clair. Quand l'État gagne en prévisibilité, les entreprises en compétences et les citoyens en mobilité, l'innovation cesse d'être un slogan et devient un levier. À ce stade, la question n'est plus de savoir si l'idée est séduisante, mais si cette convergence d'effets peut durer à mesure que l'échelle s'élargit. Dans le scénario de base, l'extension progresse par paliers maîtrisés. Les chantiers pilotes se multiplient, les protocoles se standardisent et les comparaisons avec les routes classiques restent publiques. Les coûts demeurent inférieurs, l'entretien reste contenu et l'État consolide une filière locale sans rompre totalement avec les méthodes traditionnelles. Dans cette trajectoire, le projet gagne en crédibilité sans provoquer de rupture brutale. Il devient une option parmi d'autres, choisie là où les conditions climatiques et budgétaires la rendent pertinente. Dans un scénario optimiste, les performances se confirment sur plusieurs saisons de pluie et sous un trafic plus dense. Les audits techniques valident la durabilité et les formations réduisent fortement les écarts de qualité entre régions. Les économies réalisées sont réinvesties dans des réseaux secondaires, ce qui amplifie les gains de mobilité. La méthode attire alors des partenariats régionaux, non pour être copiés à l'identique, mais pour être adaptés. Dans ce cas, Ibrahim Traoré peut présenter le modèle comme une preuve qu'une innovation locale, encadrée, peut redéfinir les priorités d'infrastructure. Dans un scénario défavorable, des faiblesses apparaissent à l'échelle, liées à la logistique, au contrôle qualité ou à des conditions de trafic imprévues. Les coûts d'entretien remontent, les critiques se renforcent et certains chantiers sont suspendus. Le projet ne disparaît pas, mais il se replie sur des zones spécifiques, perdant sa portée nationale. Le coût principal devient alors réputationnel, car l'ambition affichée dépasse les résultats observés. Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose, décider sur des comparaisons continues plutôt que sur des annonces. Si les indicateurs tiennent, étendre, s'ils divergent, les corriger ou ralentir. Ce cadre conditionnel évite l'enthousiasme aveugle comme le rejet hâtif et prépare la discussion sur les impacts directs pour le public. Pour une grande partie du public, l'effet se mesure d'abord dans les routines.
Des routes praticables plus longtemps réduisent l'incertitude des déplacements quotidiens. Aller vendre une récolte, rejoindre une école, atteindre un centre de santé cesse d'être un pari saisonnier. Cette fiabilité transforme des décisions simples, comme planifier un trajet ou fixer un rendez-vous, en actes prévisibles plutôt qu'en risques calculés. Le gain n'est pas spectaculaire, mais il est constant, et c'est précisément ce qui modifie les comportements. Un second changement concerne les coûts indirects. Quand le transport devient plus régulier, les prix locaux se stabilisent et les pertes liées au retard diminuent. Les ménages consacrent moins de temps et d'argent à contourner des routes impraticables, ce qui libère des ressources pour d'autres priorités. Cette amélioration graduelle n'apparaît pas toujours dans les statistiques nationales, mais elle se lit dans la continuité des échanges et des services. Pour les jeunes et les travailleurs, l'accès plus fiable aux zones d'activité élargit les options. Des formations, des emplois temporaires ou des marchés auparavant éloignés deviennent atteignables sans dépendre d'intermédiaires coûteux. Cette mobilité accrue favorise une insertion économique plus stable, même sans création massive d'emplois nouveaux. L'effet est diffus mais cumulatif. Enfin, il y a un impact symbolique. Voir une solution conçue localement fonctionner sur la durée renforce la confiance dans la capacité collective à résoudre des problèmes concrets. Cette perception compte car elle conditionne l'acceptation des ajustements et des efforts demandés. Lorsque le discours politique, porté notamment par Ibrahim Traoré, s'aligne avec des bénéfices observables, l'écart entre promesses et vécu se réduit. C'est dans cet espace entre usage quotidien et crédibilité publique que l'initiative trouve son ancrage le plus durable. D'abord, il faut sécuriser l'amont. Il s'agit d'organiser la collecte des pneus usagés à l'échelle régionale, avec des points de dépôt identifiés et des circuits logistiques simples. L'objectif n'est pas seulement l'approvisionnement, mais la traçabilité. Savoir d'où viennent les pneus, comment ils sont traités et à quel chantier ils sont affectés. Cette visibilité permet de réduire les ruptures et d'éviter des variations de qualité dès l'origine. Ensuite, la priorité devient la standardisation technique. Des protocoles clairs de préparation, de mélange et de pose doivent être formalisés, puis diffusés via des formations courtes et répétées. Chaque équipe applique les mêmes gestes, mesurés par des contrôles réguliers sur site. Ici, la priorité n'est pas la vitesse d'exécution, mais la reproductibilité. Ibrahim Traoré a insisté sur ce point. Sans standard partagé, l'innovation devient fragile dès qu'elle change d'échelle. Puis, il s'agit de mesurer et comparer en continu. Chaque tronçon en pneus recyclés est évalué face à une route classique soumise aux mêmes contraintes climatiques et au même trafic. Les indicateurs sont simples: coût, entretien, interruption, sécurité. Les résultats sont consolidés au niveau central pour détecter rapidement les écarts et ajuster les méthodes. Cette boucle d'apprentissage transforme chaque chantier en source de données, plutôt qu'en pari isolé. Après cela, le cadre institutionnel doit être clarifié. Des règles d'achat public adaptées, des incitations pour les entreprises locales et des audits indépendants renforcent la crédibilité du dispositif. L'enjeu est de protéger le projet des accusations de favoritisme ou d'improvisation, tout en maintenant une ouverture à l'amélioration. Enfin, il est utile d'organiser un partage maîtrisé. Documenter l'expérience sans la présenter comme une solution universelle permet à d'autres territoires d'en tirer des enseignements adaptés. Cette retenue stratégique évite l'effet vitrine et préserve la confiance acquise. Ensemble, ces étapes dessinent une trajectoire pragmatique: avancer, mesurer, corriger. Pour Ibrahim Traoré, la réussite ne se juge pas à l'annonce, mais à la capacité de maintenir cette discipline dans le temps. Dans le même village de l'Est où tout a commencé, le chef de chantier local reprend aujourd'hui un geste devenu familier: vérifier l'alignement d'une chaussée
qui, autrefois, disparaissaient sous la boue. Ce rappel au terrain compte car il ramène le débat à une échelle humaine. Ce n'est pas une innovation abstraite, mais une route qui tient, un trajet qui se fait, un marché qui ouvre malgré la pluie. La continuité remplace l'urgence et cette différence change la manière dont les habitants planifient leur semaine, puis leur saison. Le callback est là, la médiation locale. Sans ces relais, l'idée serait restée un test. Avec eux, elle devient une pratique. La confiance s'est construite non par des discours, mais par la répétition d'un résultat visible. Cette confiance est fragile, car elle dépend de la constance. Une route qui tient une fois impressionne. Une route qui tient toujours installe une norme. C'est dans cet espace que la responsabilité politique se précise. En reliant l'expérimentation de terrain à une méthode nationale, Ibrahim Traoré a accepté un pari mesuré. Avancer sans promettre l'impossible, corriger sans renier l'intuition initiale. Le projet gagne alors une épaisseur morale. Il ne s'agit pas de prouver que l'on avait raison, mais de montrer que l'on apprend. La phrase qui reste n'est pas technique, elle est simple. La durée crée la confiance. Si cette durée se confirme, l'initiative laissera une trace au-delà des kilomètres construits. Si elle se brise, la leçon restera, et c'est déjà un acquis. Entre ces deux issues, le terrain continue de parler, jour après jour. À ce stade, l'initiative ne demande pas une adhésion aveugle, mais une attention active. Elle pose une question plus large que celle d'un matériau ou d'un chantier. Comment juger une politique publique quand ses effets sont graduels, locaux et imparfaits, mais observables? Le cas des routes en pneus recyclés invite à regarder les usages avant les slogans, les comparaisons avant les promesses et la méthode avant l'annonce. Pour les décideurs, le symbole est clair. L'innovation n'est crédible que si elle accepte la mesure et la correction. Pour les entreprises, le message est conditionnel. S'adapter à des standards nouveaux peut ouvrir des opportunités, à condition d'investir dans la qualité. Pour les citoyens, l'enjeu est quotidien, soutenir ce qui améliore réellement la mobilité, tout en exigeant des preuves continues. Dans ce triangle, la confiance circule, mais elle se mérite à chaque étape. Le projet associé à Ibrahim Traoré n'impose pas une conclusion définitive. Il ouvre un débat informé sur la manière de construire, de financer et d'évaluer autrement, sans prétendre à l'universalité. Ce débat mérite d'être partagé, non pour être applaudi, mais pour être discuté avec rigueur. Alors, la question reste ouverte. Préféreriez-vous une solution parfaite promise ou une solution imparfaite mesurée et améliorée dans le temps?